vivons au rythme de la Covid-19. La vaccination, la solution immédiate, la riposte scientifique, médicale pour se protéger. Mais gouverner, c'est aussi prévoir et analyser. Parce que le premier enseignement que nous livre cette pandémie est évident. Renforcer notre système immunitaire nous permettrait de mieux résister demain à d'autres virus. Alors, pourquoi la question de l'alimentation ne fait pas partie de l'information institutionnelle? C'est cette interrogation-là que nous posons dans ce nouveau numéro de Regard croisé. La crise sanitaire vue sur le prisme de l'alimentaire, c'est cette piqûre de rappel que nous vous proposons avec nos invités. C'est maintenant. À force d'ausculter, de regarder dans les yeux la profondeur du mal-être des autres, le docteur Irissa Remus a compris bien des choses. Une autre manière d'analyser les symptômes de la médecine par vocation à l'homéopathie, par conviction, s'ensuit un long cheminement dans les allées qui mènent à l'hygiénisme et la nutrithérapie. Bonsoir, docteur Irissa Remus. Vous êtes donc médecin aujourd'hui à la retraite. Et pour vous, le premier des vaccins est bien celui de la prévention. Donc, l'instauration d'une vraie politique de santé publique qui repose pas forcément sur le côté médicament, tout de suite. Tout à fait, tout à fait. De par ma pratique, j'interroge toujours les personnes sur la façon dont elles mangent. L'alimentation, ça doit être notre premier médicament. Voilà. Nous en reparlerons dans un instant. Dans son regard à lui se reflètent des chiffres indiscutables, un éclairage sans appel sur la santé des Guadeloupéens. Obésité, maladies cardiovasculaires, diabète touchent fortement notre population. Des pathologies chroniques qui gagnent chaque jour du terrain. Bonsoir Marc-Christophe, on vous retrouve en direct de l'ORSAG. L'ORSAG, c'est l'organisme, l'Observatoire régional de la santé des Guadeloupéens. Vous êtes à Jarry et ce que vous observez en dit long sur notre fragilité collective face à cette pandémie. Bonsoir Liselma, bonsoir la Guadeloupe. Effectivement, comme vous venez de le dire, la Guadeloupe présente une population qui a un certain nombre de comorbidités, c'est le nouveau mot à la mode, qui sont mises en exergue, notamment dans cette période de pandémie mondiale. On vous retrouve dans un instant. Son œil n'est pas seulement gourmand, il est surtout conscient et éveillé. Écrire, décrire, concevoir des plats à partir de produits du terroir, c'est cela, son menu de prédilection et profession. Un laboratoire et une cuisine itinérante. Bonsoir Eddy Babel, vous êtes un cuisinier, auteur, compositeur, interprète. Lorsqu'on parle de fruits et légumes, on parle d'environnement à préserver. Et cette épidémie, n'est-ce pas, est là pour nous le rappeler. Tout à fait. Bonsoir Madame Dolmar, bonsoir la Guadeloupe. C'est vrai que amoureux de la nature, donc moi je suis très proche de tout ce qui est autour de moi, donc avec un regard justement qui touche à notre environnement et surtout à ce que je mets dans mon assiette. Et c'est vrai que notre alimentation est notre première médecine, donc il faut aller dans ce sens. Si on vous écoute, on a le sentiment que vous ne regardez pas simplement les informations, mais que vous regardez plutôt votre environnement. Oui, beaucoup mon environnement, parce que bon, c'est vrai qu'à travers ce que je fais, à travers ce que je suis, donc déjà par exemple, le simple fait d'être compositeur, auteur, compositeur, donc c'est déjà être connecté à sa nature, à son environnement, pour trouver des sources d'inspiration. Et ça m'inspire aussi dans ma recherche sur l'alimentaire et dans la manière dont je m'alimente chaque jour. Alors, docteur Irissa Remus, vous aussi, un parcours médical, vous êtes médecin à la retraite. Oui. Donc, au départ, une manière de concevoir le soin, le rapport à l'autre. Mais chemin faisant, non. Vous avez regardé l'autre, ses symptômes différemment. Tout à fait. Je dis que la manière dont on se remplit, ça va être la manière dont on va vivre, la manière dont on vit sa santé. Donc pour moi, en Guadeloupe, c'est ce que j'ai remarqué depuis que je suis arrivée, c'est que l'alimentation, elle s'est écartée de ce qu'on faisait avant. On n'est plus du tout dans les repas de fruits, de légumes d'ici. On a complètement changé notre alimentation. Et ça, c'est important. Notre alimentation devrait être vivante, variée et du terroir. Alors, on est en plein dans le sujet. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va retrouver tout de suite Marc-Christophe avec ces quelques chiffres. En 2017, plus de 90 000 Guadeloupéens
bénéficier du dispositif ALD, c'est-à-dire affection de longue durée. Quelques chiffres que je donne un petit peu en vrac, que j'ai recueillis. On a des surcharges pondérales, l'hypertension, encore le diabète, qui touchent un quart et un tiers des patients qui ont été hospitalisés par rapport à la Covid. Quand on entend tous ces chiffres, Monsieur Christophe, vous allez certainement nous compléter, ça dit quoi de nous au fil du temps? Ça dit effectivement qu'on a un certain nombre de pathologies qui sont assez présentes chez nous et qui peuvent être liées en grande partie à notre façon de vivre et à notre alimentation. Je prends l'exemple du diabète, qui est beaucoup lié effectivement à la sédentarité et à l'alimentation. Et donc forcément, on peut se poser des questions effectivement sur le long terme, sur le rapport qu'on peut avoir avec notre alimentation et notre santé. Alors la santé et l'alimentation et puis cette crise sanitaire que nous traversions, surcharge pondérale chez les jeunes adultes contaminés, ça représente un facteur important. Alors c'est le professeur Pierre-Marie Roger, du chef du service infectiologie, qui le disait au CHU. Donc surcharge pondérale chez les jeunes, facteur important d'hospitalisation par rapport à la Covid. On est dans une problématique profonde qui demande un traitement profond, docteur Rissaremus. Tout à fait, tout à fait. En Guadeloupe, la manière de manger, je vous dis, c'est complètement écarté de ce qu'on fait. Si on parle du diabète, il n'y a pas seulement cette façon de manger, il y a aussi tout le stress que les gens portent. Le diabète, c'est lié aussi à ce facteur-là. Et en ce moment, ça ne va pas s'améliorer avec cette histoire de Covid. Les gens sont de plus en plus stressés. On n'a pas d'équilibre. Il faut d'abord sortir de la peur pour pouvoir se rééquilibrer par rapport au diabète. Ça, sortir de la peur pour pouvoir se rééquilibrer, mais sortir aussi de la manière dont on pense notre santé, dont on se regarde face à la maladie et ce qu'on nous propose aussi au niveau médical. Vous êtes d'accord, Monsieur Babel? Comment vous observez la manière dont on gère cette pandémie par rapport à ce que vous proposez? Est-ce que vous sentez qu'il y a un écart de perception et d'action? C'est vrai que quand on regarde cette pandémie, on a l'impression qu'on écarte beaucoup notre alimentation. Et moi, je pense que quelque part, on subit en fin de compte les effets de la révolution industrielle qui a poussé les gens qui habitaient dans les campagnes à aller vers les villes. Et je dirais que la population s'est fragilisée de cette sorte parce qu'on s'est déconnecté de notre environnement, de la nature. Je me souviens quand j'étais tout petit, moi j'allais la plupart du temps aller passer mes vacances chez mes grands-parents, chez ma grand-mère. Et on avait le contact avec la nature, avec la terre. On mettait les mains dans la terre, on avait des animaux, on avait des cabris, on échangeait les animaux. On était tout le temps en contact avec notre environnement, en fin de compte. Et quand les habitants d'aujourd'hui vivent dans la plupart du temps dans les villes et autour des villes, on est à longueur de journée entre quatre murs, donc à la maison, à l'intérieur. Quand on va travailler, on est encore à l'intérieur et souvent avec des atmosphères climatisées. Et ça nous a fragilisés, en fin de compte, toute cette modernisation, toute cette mondialisation. Et on n'a plus cette défense qu'on avait avant par rapport au virus, par exemple, qu'on rencontre dans notre vie, dans notre environnement. Et quand on regarde, par exemple, l'enfant, par exemple, il va avoir une flaque d'eau, il va jouer dedans. Il est toujours sale, en fin de compte. Quand on regarde un enfant, il est toujours sale. Il va manger, il va se mettre à manger partout. Il va toucher, il va être attiré partout. Voilà, il est attiré partout. Et l'enfant est en contact en permanence avec les microbes. Il va jouer avec son chat, il va l'embrasser, il va le serrer dans ses bras. Et les adultes ont perdu ce contact. Voilà, ce contact, et on s'est fragilisé au fil des années. Alors, je fais sciemment le lien entre la pandémie et ce que vous proposez sur ce plateau. Alors, pour la semaine du 8 au 14 mars, dans un plan officiel, l'État et l'ARS soulignaient encore une fois que les cas graves sont toujours liés à des patients présentant des comorbidités, c'est-à-dire présence de plusieurs troubles ou de maladies. Face à ce constat, Monsieur Christophe, vous qui êtes à la tête de l'Observatoire régional de la santé, vous dites quoi? Il faudrait plus faire un warning de votre part, informer encore plus la population, avoir une campagne de communication plus offensive pour dire aux gens, mais écoutez, attention, on peut renverser la machine à l'inverse, c'est pas une fatalité. Alors, bon, je vais quand même nuancer le propos dans le sens où, là, je pense que les autorités cherchent effectivement à gérer l'urgence.
Donc, effectivement, la prise en charge des malades du Covid, essayer de trouver les meilleures voies et moyens pour pouvoir les prendre en charge, faire en sorte que un maximum de personnes, effectivement, se vaccinent. Mais je prends juste à titre d'exemple, quelqu'un qui aujourd'hui est diabétique, mal équilibré depuis un certain temps et qui se retrouve face à la Covid. Bon, c'est pas parce que dans les 2 dernières semaines il va manger correctement qu'il va pas se retrouver dans cette situation, dans une situation difficile. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc là, on est effectivement sur du long terme, et je pense que, bien entendu, là, c'est une évidence que on devrait beaucoup plus communiquer en général sur la prévention, sur l'alimentation. Mais c'est vrai que dans le cadre de cette pandémie, il est important, effectivement, de se dire qu'on doit manger correctement à la fois pour pouvoir résister mieux si on est touché par la maladie. Mais il ne faut pas non plus que ce soit quelque chose qui apparaisse comme la solution, la panacée, la solution. On est bien d'accord. Mais effectivement, sur le long terme, on gagnera à manger correctement et à être en bonne santé pour faire face à ce type d'agression pandémique. C'est le but de ce plateau, de cette interrogation aujourd'hui. Là, la pandémie, elle est gérée, la vaccination, etc. Mais on ne peut pas dire qu'une société se définit dans l'immédiateté. Une société se définit dans sa projection, et l'humanité se définit dans sa projection. C'est à ce titre que nous interrogeons sur comment faire pour envisager une fin plus heureuse, une évolution plus heureuse face au virus, Hérissa Remus. Mais ce que je veux dire, les virus et les bactéries, ça a toujours fait partie de la vie. Nous sommes dans un univers qui est composé de virus et de bactéries. Le corps humain est composé de milliards de cellules et de 10 fois plus de virus et de bactéries. Donc je pense que cette symbiose, elle est à faire à tous les niveaux. Monsieur Babel parlait de l'enfant qui va dans la flaque d'eau, c'est normal, ça fait partie de la vie. Là, on nous coupe de tout, comment on va dire, de tout contact avec l'environnement. Je trouve que les gens qui sont près de la nature, c'est eux qui vivent mieux cette crise par rapport à l'environnement. Comme il dit, les gens qui sont dans les tours ne voient pas tout ce qu'il faut faire. Donc, revenons à cette histoire du virus. Ils sont à l'intérieur de nous, ils sont à l'extérieur de nous. Donc, on vit en symbiose avec. Il y a des échanges qui se font sans arrêt. Rien que dans l'air qui nous entoure, on dit qu'il y a entre 1,7 à 40 millions de virus dans 1 mètre cube d'air. Donc, et pour les bactéries, il y en a un peu moins. Donc, ça fait partie de notre vie. Il faut arrêter d'avoir peur par rapport à ça. Je dis, c'est important, parce que si on ne sort pas de la peur, on n'arrivera à rien du tout. Alors, M. Christophe disait effectivement qu'on ne peut pas négliger l'aspect de la riposte maintenant, voilà. Et que la question de l'alimentation, c'est quelque chose dans la projection. Mais est-ce que vous pensez que ces 2 niveaux d'analyse sont équitables en ce moment en termes d'information? Est-ce que c'est pas ça qui pêche? Non, on devrait apprendre, parce que c'est un regard nouveau sur la façon de manger qui doit être fait maintenant. On doit se dire, comment on fait pour remonter notre immunité? Comment on fait pour se défendre face à l'environnement, puisque tout s'est effondré à l'intérieur de nous, on va dire. Les gens mangent de plus en plus mal et se rendent compte si on a des cas. Et encore, on n'en a pas trop par rapport à d'autres pays. C'est parce que on reste encore près de la nature, on va dire, par rapport à d'autres pays. On reste encore quand même en contact. Oui, on reste encore en contact par rapport à d'autres endroits. Et dit Babel, vous le constatez, vous le prônez, vous le cuisinez, vous le proposez. Votre démarche n'est pas simplement c'est bon et on se régale. C'est une culture, c'est une initiation, c'est une conscience. Oui, c'est une conscience, c'est une éducation aussi. L'éducation du palais, et puis l'éducation aussi de découvrir ce qu'on a autour de soi, parce que c'est vrai que quelque part à travers notre alimentation, on est souvent attiré par ce qui vient de l'extérieur, alors qu'on a chez nous une biodiversité qui est très riche. Donc c'est vraiment reprendre contact avec cet environnement. Et je dirais que l'agriculteur aussi a un rôle important à jouer dans cette démarche, parce que à travers tous les produits qu'il va utiliser pour cultiver, donc il est en première ligne, je dirais, par rapport à notre santé. Et le politique aussi doit mettre sa bienveillance en action pour que certains éléments soient suivis, soient respectés, pour que à l'évolution, même à l'échelle de l'évolution, qu'on puisse justement aller vers une démarche alimentaire qui soit plus adaptée, plus respectueuse de notre environnement. Marc Christophe, on vous a commandé dernièrement, me semble-t-il, à l'ARS, un rapport sur justement les questions justement de maladies chroniques en Guadeloupe. Qu'est-ce qu'il en ressort et qu'est-ce que vous en dites, vous, de ces derniers éléments?
En fait, alors c'est vrai que on nous a demandé de travailler là-dessus, mais ce qui ressort globalement de cette étude, c'est que notre population a quand même réussi dans l'ensemble à bien se protéger, en respectant notamment les gestes barrières, en adaptant son comportement vis-à-vis de la maladie. Donc voilà, en gros c'est ça, mais c'est vrai que on n'a pas encore finalisé totalement l'étude, donc je peux pas vous répondre précisément sur tous les éléments, mais en tout cas globalement les Guadeloupéens s'en sont quand même bien sortis quand on voit de quoi on parle par rapport effectivement à la proportion de personnes qui sont atteintes par des maladies chroniques chez nous. On s'en est relativement bien sorti. Alors justement, Eddy Babel mettait en parallèle le fait que on est quand même dans un contexte dans notre région, on est encore en contact avec la nature, ça respire, on est encore. Est-ce que ça n'a pas joué profondément sur les résultats, sur l'impact de cette pandémie, indépendamment des gestes barrières, du masque et du gel? Est-ce que cet élément naturel n'est pas intervenu justement naturellement pour donner une petite modération, entre guillemets, au niveau de l'impact de cette pandémie, Monsieur Babel? Tout à fait. Je pense qu'il y a cette nuance qui joue positivement par rapport du fait que nous, on est dans un environnement qui est propice à la nature. Parce que c'est vrai que quand on voit les grandes métropoles où c'est très grand, où la plupart des gens habitent dans les villes et autour des villes, ils sont pas à la campagne. En fin de compte, nous, on a encore des habitants qui sont encore à la campagne et on est entouré de choses qui sont naturelles. Naturelles. Oui, tout à fait. Docteur Yostari, est-ce que vous avez en ce moment des contacts avec des personnes qui vous expriment leur angoisse et leur envie d'essayer de maîtriser leur angoisse par une autre manière de vivre et de faire? Ah oui. Ça, je le vois tout le temps. Les gens se demandent, mais comment faire? Je suis dans un groupe d'ailleurs de réflexion avec par rapport à ce qu'on fait, par rapport au masque et tout ça. On réfléchit comment on peut faire pour amener les gens à sortir de leur peur, de faire mieux, quoi, dans tous les domaines. Alors, vous vouliez parler des gens que je vois en consultation, mais j'en vois très peu maintenant en consultation. Donc, les gens qui viennent me voir, c'est des problèmes. Maintenant, je m'occupe beaucoup d'alimentation. C'est comment manger, comment retrouver problèmes cardiaques, problèmes de diabète aussi. Ces personnes-là, comment retrouver une alimentation par rapport à ce qu'ils ont. Mais ce que je souligne, c'est que la plupart du temps, nous ne mangeons pas assez de cru. L'alimentation, je le dis tout le temps, elle doit être vivante. Ce terme vivant, les gens ne comprennent pas. Vivant, c'est-à-dire les choses crues. Tous les repas devraient commencer par une grande assiette de crudité. Avant, les gens passaient, ma mère disait, ils allaient à la campagne, ils mangeaient des fruits, plein de fruits, et ils venaient à table pour le gros repas. On a un peu oublié ça. On mange de moins en moins de fruits, de moins en moins de choses crues. Et la base de notre alimentation, c'est ce qui emmène les micronutriments et les vitamines. C'est le cru. À partir du moment où c'est cuit, et on veut remonter notre immunité à l'heure actuelle. Donc, il faut pousser sur tout ce qui est cru. Alors ça, c'est dit, manger du cru, revoir son alimentation. Je vous propose maintenant de voir ce reportage qui met en lumière les vertus de l'alimentation saine. C'est un reportage signé Christelle Théophile et Christian Danquin. En diminution pour cette semaine, on comptabilise ainsi 239 nouveaux cas positifs à la Covid-19. Enfin, on déplore 3 nouveaux décès, des hommes âgés en moyenne de 75 ans. 80% des cas positifs cette semaine sont des cas de variants. Malheureusement, nous avons encore à déplorer des décès. Et donc, cette semaine, nous avons à déplorer 7 nouveaux décès. 1 an qu'il monopolise l'actualité. 1 an que le Covid-19 bouleverse notre être et nos modes de vie. Le mal est invisible et en perpétuelle mutation, un mystérieux phénomène que les médecins tentent encore d'expliquer. Alors comment se prémunir de tout cela, prévenir et traiter le Covid-19 ? Alors que les scientifiques du monde entier remuent ciel et terre pour imposer la vaccination et trouver le traitement miracle, les médecines traditionnelles et les plantes s'imposent désormais dans le débat. Mina Yankamala est praticienne en médecine ayurvédique. Une pratique thérapeutique ancienne, basée sur le renforcement du corps et de l'esprit. Comme tous les matins, elle salue bébé Bao, son baobab, l'arbre magique aux 1000 vertus. C'est un baobab qui a 6 ans. Donc je lui demande
de me donner sa bénédiction pour passer une bonne journée. Depuis le début de la pandémie, les patients de Mina affluent pour booster leur système immunitaire. Ils veulent contrer le virus par l'alimentation et un meilleur mode de vie. L'idée, c'est vraiment de faire de cette pandémie une opportunité pour pouvoir changer durablement nos habitudes. Donc c'est-à-dire d'adopter des styles de vie sains, de dormir suffisamment, de préférence avant minuit, pour pouvoir se lever entre 3h et 6h du matin, avant le lever du soleil. Et voici quelques ingrédients naturels qui peuvent s'avérer efficaces. Des aliments qui poussent chez nous, car ces aliments ont une plus forte teneur nutritive. Donc, il y a des tisanes qui peuvent être recommandées, comme la tisane de gingembre avec du basilic sacré, qu'on appelle aussi tulsi. Des solutions naturelles, à l'image de l'herbe à pic du docteur Henri Joseph. Les essais cliniques ne sont pas encore réalisés, mais cette plante endémique, devenue l'emblème de notre pharmacopée, permettrait de bloquer les virus émergents à ARN. Zèbe à pic, moringa, nîmes, amla, ces ingrédients d'infusion miracle fleurissent dans la boutique de Catherine, ancienne infirmière devenue naturopathe. En poudre ou séchée, il y en a pour tous les goûts. On remonte les comorbidités justement en nettoyant les organes majeurs en naturopathie, de détoxination, en nettoyant, en pacifiant l'intestin, qui est justement le rempart et le pilier de l'immunité. Les plantes sont le complément. Donc les plantes en Inde d'ailleurs, elles sont souvent saupoudrées sur l'alimentation. Mais ici, en Guadeloupe, les gens sont restés proches des tisanes, des décoctions. Sylvie est une adepte des conseils de Catherine. Positive au Covid-19 en octobre dernier, elle suit un protocole strict qui lui permet de se remettre sur pied. Aujourd'hui, elle fait le point sur son état de santé. J'ai pu, en l'espace d'un mois, pas mal récupérer. Et je continue le traitement d'ailleurs encore aujourd'hui pour pouvoir continuer à booster un petit peu le système et puis éviter de retomber malade. Vraiment, moi maintenant, aujourd'hui, je préfère nettement me faire suivre par Catherine pour tout ce qui est soins de ce style. Le libre choix thérapeutique aujourd'hui à l'épreuve, car force est de constater que la phytothérapie ne bénéficie pas de la même force de frappe que la vaccination. Voilà, le libre choix thérapeutique. On a le sentiment qu'il y a 2 poids 2 mesures. La médecine qui est bien installée, institutionnelle, et puis celle-là qui essaye de vivre, d'exister, de dire coucou, je suis là, alors qu'elle est primordiale. Pourquoi cette dualité encore en 2021 sur des choses qui sont évidentes, docteur Iris Rebus? La médecine a pris un tournant, je dirais, vers, on va dire, notre corps est stérile. Donc, il faut faire attention aux microbes, il faut faire attention à tout. Tout est parti comme ça, en fait. Alors que si on regarde bien, non, la vie, c'est une symbiose. Tout le monde est en équilibre, les uns avec les autres. Donc, c'est parti comme ça depuis, moi je vais dire, depuis les travaux de Pasteur et Béchamp. Donc, d'un côté, la génération spontanée, et de l'autre, non. La génération aseptisée. C'est vraiment deux façons de voir la vie différemment. Et cette évolution vers, il faut se protéger des microbes, donc il faut se vacciner. C'est ça le truc, en fait. Donc c'est un schéma, en fait, qui est parti dans ce sens-là. Mais alors, comment faire pour renverser ce schéma, finalement? De l'information. C'est l'information, mais c'est aussi une action aussi institutionnelle, politique. Il faut qu'il y ait notre courage. Eddy Babel, est-ce que vous sentez que vous êtes, dans votre volonté d'éclairer, enfermé, écrasé par cette machine, qui peut être complémentaire d'ailleurs, elle n'est pas forcément à exclure, mais qui impose finalement une manière de penser, d'être et de vivre sa santé? C'est vrai que tout ce qu'on regarde autour de soi, c'est vrai que la mondialisation, en fin de compte, nous impose certaines choses. Ouais. Et on se jette dedans sans chercher les raisons, sans chercher pourquoi, comment. C'est vrai qu'il faut aller vers l'information parce que si on ne fait pas la démarche personnelle,
Mais personne ne va vous dire pourquoi. Pourquoi on nous dit par exemple qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Mais est-ce qu'on sait pourquoi qu'il faut consommer? Voilà, pourquoi il faut consommer 5 fruits et légumes. Comprendre ce que l'on fait. Voilà, comprendre ce que l'on fait pour justement mettre en application ce qui est bien, ce qui est bon pour notre santé. Marc-Christophe, quand vous êtes à l'Observatoire, vous voyez ces chiffres qui enflent. Qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce qu'il faut que vous renforciez votre campagne de communication, que vous puissiez dire aux gens attention? Est-ce que vous vous sentez un peu, démuni face à des chiffres qui explosent et à une action, une possibilité d'action qui semble parfois un peu restreint? Alors, personnellement, l'Observatoire régional ne fait pas dans l'absolu de promotion de la santé. C'est-à-dire que nous, on n'a pas pour objet effectivement de faire des campagnes de promotion de la santé. Il y a d'autres organismes qui sont dévolus à ça. Mais moi, ce que je peux dire, c'est que ce qui ressort de tout ça, sans prendre position pour quiconque, c'est que chacun doit être effectivement acteur de sa santé. C'est effectivement ce qui ressort de tout ça. On doit pouvoir faire ce qu'on ressent qui est nécessaire pour notre santé, pour être en bonne santé. Et là, je crois on peut effectivement voir un peu de tous les côtés, mais sans pour autant exclure telle ou telle démarche. Alors, mais là, c'est un débat qui, en tout cas, moi, me dépasse au niveau où j'en suis, puisqu'effectivement, là, c'est des grands débats entre la médecine traditionnelle, la médecine dite occidentale. Enfin voilà, on est dans des débats qui me dépassent en tout cas. Mais le plus important, c'est que effectivement, au final, je pense que chacun doit être acteur de sa santé et comprendre les enjeux et comprendre les moyens qu'il peut utiliser pour pouvoir se prémunir. Alors je vais transformer un petit peu ma question. C'est vrai que vous n'êtes pas là pour agir, mais est-ce que vous avez le sentiment que les informations que vous mettez à disposition des organismes de santé ou de tout public sont récupérées pour pouvoir faire en sorte de renverser cette vapeur de mauvaise santé? Est-ce que les outils et l'analyse sont repris et analysés, effectivement? Oui, non. Là, il n'y a pas de sujet là-dessus. C'est-à-dire, nous, Observatoire, notre but, c'est vraiment de fournir des informations aux personnes qui sont chargées de mettre en place des politiques publiques de santé, l'ARS, les collectivités. Donc, nous, on fournit un certain nombre d'informations en éclairant sur les enjeux. Et c'est à eux par la suite de prendre des décisions qui vont normalement impacter et améliorer les endroits où ça doit être amélioré. Donc effectivement mettre en place des politiques de prévention, des choses comme ça. Mais là encore, comme je vous dis, on a une ligne directrice qui est fixée. Chacun dans son domaine doit s'engager peut-être pour faire bouger ces lignes directrices pour que dans l'avenir soit mieux prise en compte un certain nombre de choses. On entend bien. Mais on voit très bien qu'au niveau international, c'est loin d'être tranché, ce genre de choses, donc, entre l'influence entre guillemets de Big Pharma, l'influence des gens qui souhaitent qu'on retourne à quelque chose de plus naturel. Enfin voilà, c'est un combat qui n'est pas loin de se finir. Mais alors, encore une fois, je répète, le plus important, c'est être acteur de sa santé. De sa santé. Alors justement, vous venez de mettre le doigt sur quelque chose de crucial. La guerre des titans, la guerre du pouvoir économique, du plus grand qui va sortir ce vaccin, il est meilleur, on en vend partout, on est content. Ça protège, tant mieux, mais derrière les intérêts de santé, il y a aussi des intérêts financiers énormes. Derrière ces enjeux financiers, on est où, nous, les petits citoyens qui essayent de s'en sortir de sa petite vie? Qu'est-ce qui se passe? Comment faire entendre cette voix normale de bonne santé? Nous, on n'est pas là dans des logiques Et c'est cette dualité qui est sidérante, docteur. Oui, tout à fait. Et quand on prend la définition de la santé de l'OMS, on dit que c'est un équilibre sur tous les plans. Quand on reprend la définition, c'est un équilibre physique, moral
et mentale. En gros, hein, je ne me rappelle plus la définition. Donc c'est sur tous les plans que nous devons travailler pour avoir un équilibre parfait. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes, entre guillemets, sorti du jeu de cette réserve, droit de réserve en tant que médecin, et que vous voyez tout ce qui se passe? Quel est réellement votre sentiment, docteur Iris Sarémus? Il faudrait qu'on se reconnecte à la terre et au ciel, c'est-à-dire qu'on reprenne bien notre équilibre. On s'est complètement oublié, on a oublié qui on est. Et pendant vos études de médecine, vous en avez eu conscience ou pas? J'ai été sensibilisée très tôt à la façon de soigner, de par mes parents qui avaient, d'abord c'était issus du milieu agricole, hein, qui avaient une vision complètement différente de la maladie. Parce que moi, je suis née à la case et mes frères, les derniers, sont nés à l'hôpital. Vaccinés très tôt, malades aussi très tôt. Alors que moi, non. Je suis arrivée en France, on va dire vers l'âge de 6 ans. Et c'est à ce moment-là seulement que je suis allée à l'école. Et j'étais pas vaccinée, j'étais pas malade. Donc c'est dans les années où je suis née, hein, on vaccinait pas aussitôt. Et eux, ils étaient vaccinés très tôt. Donc mes parents ont fait le lien entre le fait d'avoir été vaccinés très tôt et les maladies qu'ils avaient. Donc ils se sont tournés, fragilité. Voilà la fragilité que ça leur avait donnée. Donc ils se sont tournés vers une alimentation beaucoup plus saine, hein, le biologique. Moi j'ai connu le biologique très très tôt. Hein. Ils se sont tournés vers tout ce qui est pain complet. Ça a été très rapide. On a connu aussi des médecines comme Dr Knep. On a connu le jeûne. Donc très très tôt, j'ai été sensibilisée à ça. Donc parallèlement, vous avez mené vos études de médecine classique avec cette conscience et cet éveil-là. Voilà, qui était là. Hein. Donc c'est pour ça que mon regard, il est un petit peu différent par rapport à ce que l'on vit ici. Et j'avais toujours, de par mes parents, cette conscience des plantes. Ma mère, elle utilisait beaucoup les plantes. Au départ, elle me faisait goûter l'aloe, je trouvais ça amer et tout. Donc, moi, j'utilise l'aloe beaucoup maintenant. Mais pour tout, elle nous disait, prends ça, pour ta grossesse, tu prends ça, etc. Et quand je suis revenue, je me suis dit, il va falloir que je m'intéresse sérieusement aux plantes. Et j'ai fait le premier DU de phyto avec le docteur Henri Joseph. Hein, donc c'est pour ça que je me suis lancée pour connaître un peu l'action des plantes et ce qu'on peut prendre ici comme plante. Alors maintenant cette connaissance qui est établie, que vous transmettez, que vous avez ressenti à travers votre corps, dans votre famille, ça c'est du vécu. Eddy Babel aussi, vous pratiquez cette hygiène de vie, vous transmettez. Est-ce que les personnes que vous rencontrez, étant vous, docteur Rémus, que vous, Eddy Babel, vous questionnent en ces temps de pandémie en vous disant, est-ce qu'il y a une urgence à changer d'alimentation? Est-ce que vous sentez que maintenant que les gens sont prêts à se dire, on peut faire quelque chose? Ou bien est-ce que c'est pas le cas? Est-ce que c'est pas encore vraiment mûr? Tout à fait, tout à fait. Je remarque ça quand je fais mes ateliers, surtout avec les personnes. Donc c'est vrai qu'ils se positionnent là-dessus et de plus en plus les personnes retournent vers une alimentation qui est plus proche de la nature et surtout avec cette envie de devenir des locavores, c'est-à-dire de consommer local, parce que c'est important. Tout à fait. Parce que c'est important de consommer ce qu'on a autour de soi et proche de soi, parce que quand on consomme par exemple un légume ou un fruit qui vient de l'extérieur, on ne sait pas depuis combien de temps il a été cueilli et il a tendance à perdre son énergie, ses nutriments. Donc, au final, on consomme de la matière et de l'eau et du sucre ou du liquide, en fin de compte. Monsieur Christophe, vous êtes en train avec nous sur ce plateau, même si vous êtes en distanciel. Vous, qui êtes en Guadeloupe, à la tête de l'Observatoire, avec ces maladies chroniques qui explosent, dans votre vécu à vous, est-ce que vous arrivez à faire l'équilibre entre la médecine, telle qu'on l'entend, et cette conscience en tant que Guadeloupéen proche de la nature qu'il faut peut-être fonctionner différemment? Est-ce qu'en vous, il y a cette espèce des deux dimensions qui cohabitent? Forcément. Mais moi, contrairement à mes deux comment dire, les personnes avec qui je partage le débat aujourd'hui, moi je représente effectivement un organisme. Voilà, donc si vous me demandez moi personnellement ce que j'en pense, encore une fois je veux vous dire, moi je considère qu'effectivement on doit être acteur de sa santé, et être acteur de sa santé, c'est prendre en compte un certain nombre d'éléments de bon sens. Et si effectivement vous me posez la question de l'alimentation, d'être locavore, mais je suis totalement sur cette ligne de conduite là, bien entendu.
Voilà, en tant que citoyen, je vais pouvoir vous répondre là-dessus et vous dire que c'est pour moi une évidence qu'on doit changer d'alimentation, qu'on doit éviter les aliments par exemple trop sucrés, et ce qui n'est pas chez nous quelque chose de très évident, parce que par exemple on pourrait avoir exactement le même régime alimentaire que quelqu'un qui vit en France hexagonale chez nous et être exposé malgré tout à beaucoup plus de sucre, parce que à un moment donné les produits étaient effectivement beaucoup trop sucrés chez nous par rapport à ce qui se faisait ailleurs. Donc vous voyez bien que je suis tout à fait sur cette pensée-là, qu'on doit avoir une alimentation beaucoup plus en rapport avec notre environnement. Alors justement, on est en plein dedans. Être acteur de sa santé, c'est aussi avoir la possibilité d'avoir le même niveau d'information que la formation classique qu'on donne en termes de santé. C'est là peut-être où le bas blesse. Et c'est pour ça qu'on est très heureux de vous avoir sur ce plateau. On a des ouvrages que vous avez amenés, Monsieur Babel, sur le fruit de papa. Il est magnifique, oui. Avec des recettes. Il est très appétissant. Il donne vraiment envie. On a vraiment envie de goûter à ce fruit à pain. Il y a des livres, la farine, les tubercules que vous avez amenés. Ça aussi, c'est une manière de voir la vie et de consommer. C'est peut-être à travers des ouvrages, des publications, des informations qu'on peut arriver à changer la donne. Et puis aussi, vous, docteur Rémus, on a quelque chose à partager, je crois, en vidéo, sur la fabrication du lait de coco. Oui, parce que je trouvais que les gens achetaient trop ce lait de coco, alors qu'on peut fabriquer. On a des cocos qui gaspillent, comme on dit, coco qui a gaspillé ici, et c'est très facile à faire. Donc, à la retraite, justement, comme je dis, retraite active, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour emmener de l'information à mieux manger? Alors justement, super, on a un extrait, comme ça on va bien comprendre ce que vous voulez nous dire. On regarde ce petit extrait ensemble. Nous, en tant qu'humains, nous n'avons pas les enzymes pour digérer le lait de vache, ce qui souvent est source de mauvaise digestion, de ballonnement, ou même à plus long terme d'allergie. Donc, je vais vous montrer comment je fais ce lait de coco à la maison. Vous prenez un coco sec, vous voyez ici, nous avons 3 yeux, avec la pointe d'un couteau pointu. Vous allez voir lequel de ces yeux peut être enfoncé. Donc, ici, c'est celui-là. Donc vous enfoncez votre couteau et vous faites sortir la chair. Voilà. On voit le coco, le geste. On a quand même le sentiment d'être dans une logique de résistance. On a l'impression qu'il y a des petites poches de résistance, de transition pour rester en vie et rester en bonne santé. Vous n'avez pas un petit peu ce sentiment-là, docteur, de faire de la résistance, c'est-à-dire les vidéos, de montrer, pour arriver à reprendre nos goûts à la vie Oui, parce que tout va vite, je trouve. On est dans un monde où tout va vite. On ne prend pas le temps d'être avec soi. On achète tout et puis après on se pose, soit devant sa tablette, soit devant sa télé. En fait, il faut faire les choses. Il faut prendre le temps de faire les choses. Ça, c'est important. Donc, même un enfant, ce lait de coco, là, casser un coco, un enfant peut faire ça. Donc, il faut que le parent soit là avec lui. Il faut prendre le temps. Nous avons perdu ça, cette notion de faire les choses ensemble. Voilà, de faire les choses ensemble et de réapprendre à faire ensemble. Le repas, ça devrait être un moment convivial. Chacun y participe. Vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire. C'est que c'est de moins en moins fait. On n'a pas le temps. On court tout le temps. On n'a pas le temps de s'auto-protéger. Voilà, de se protéger, de prendre du temps pour soi. Alors, on dit que le corps peut s'auto-guérir. Est-ce que vous avez fait l'expérience, Eddy Babel, de l'auto-guérison de votre corps? Tout à fait. C'est-à-dire ça m'est déjà arrivé, par exemple, d'aller chez le médecin. Et par exemple, j'ai chopé une grippe, donc je vais chez le médecin, il me prescrit des médicaments. Et quand je lis les effets indésirables qui sont sur les notices, ben, j'ai plus envie de prendre le médicament. Alors je prends le médicament, je mets de côté et je ne le prends pas. Et c'est pas pour ça que je ne guéris pas. Je guéris quand même. Donc, vous voulez dire par là que vous avez fait votre choix? Oui, tout à fait. Donc, c'est-à-dire que quand on lit tous ces effets indésirables qu'il y a parfois sur les notices de médicaments, on n'a plus envie de le prendre parce qu'on va prendre le médicament pour se guérir, pour se soigner,
Et on voit que ça peut déclencher d'autres facteurs de maladie ou d'autres maladies. Donc, non, le vocabulaire, il n'est pas bon là aussi. Hein, parce que le médicament, il n'a pas d'action par lui-même. C'est le corps, c'est le vivant qui agit sur le médicament. Donc c'est là qu'on se rend compte que notre corps, elle a cette faculté de s'auto-guérir, de se soigner par lui-même. Alors, Marc-Christophe, on vous retrouve. On va revenir dans votre dimension du directeur de l'Observatoire. Est-ce que vous pouvez nous dire encore quelques éléments sur les derniers chiffres par rapport à la santé des Guadeloupéens pour qu'on puisse avoir quand même des choses un peu plus précises, s'il vous plaît? Alors, ça dépend ce que... Au niveau des maladies chroniques, notamment. On parlait effectivement... Voilà. On parlait, par exemple, d'obésité tout à l'heure. D'obésité, de surpoids. On voit que sur les dernières indications, qu'on est à peu près à une personne sur 3 qui est en surpoids en Guadeloupe et une personne sur 5, en gros, qui est en obésité. Donc, là, on peut très bien imaginer derrière, effectivement, l'impact que ça peut avoir sur le long terme sur un certain nombre de maladies, donc diabète, hypertension, maladies cardiovasculaires. Donc là, c'est là qu'on rejoint effectivement l'importance de bien s'alimenter et d'adopter un mode de vie sain dans le sens de la pratique d'activités sportives, etc. Le profil des jeunes, oui, allez-y. Allez-y. Non, je disais que de plus en plus de jeunes aussi, hein. C'est ça qui semble inquiétant. Ben oui. Mais on voit des choses qu'on ne voyait pas forcément avant. Par exemple, effectivement, l'apparition de diabète de type 2 chez des jeunes enfants. Vers l'âge de 10 ans, c'est des choses qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir. Et on en voit quand même apparaître un certain nombre. Donc c'est vrai que là, c'est inquiétant parce que c'est des pathologies qui généralement se déclarent vers l'âge de 40 ans. Donc là, quand on a affaire à ce type de pathologie chez les jeunes enfants, ça fait un peu peur effectivement pour l'avenir et il faut effectivement pouvoir changer un certain nombre de choses dans notre alimentation et dans l'alimentation des enfants notamment. Merci. Donc à travers ce que vous venez de dire, hein, c'est très précis, c'est fait froid dans le dos. On a un sentiment qu'il y a quand même une urgence. Il faut réagir. Des enfants déjà atteints du diabète, ça veut dire que demain, ce sont des adultes vraiment malades. Donc il faut de la formation. J'ai dit, dès l'école, il faudrait déjà apprendre aux enfants à mieux manger. Il y a une journée du goût, je crois, hein, qui est faite à l'école. Vous l'avez faite, ça, la journée du goût, pour apprendre comment manger. Hein. C'est pas seulement se remplir de nourriture préfabriquée. Regardez un caddie. L'image du caddie. Chaque fois que je vois ça, je dis, mais c'est pas possible, ça. Non. Pour vous, le caddie représente la malbouffe. La malbouffe, quand je vois le caddie, c'est la malbouffe. Franchement, non. Le problème du lait aussi. Avant, on avait du lait, un peu de lait, du bon lait, on va dire. Il n'y a plus de lait qui est fait en Guadeloupe. Donc, on en fait du lait ultra haute température qui est absolument indigeste. Et je vois les caddies remplis de lait. C'est pas possible, ça. C'est une information que je donne, ça aussi. Évitons, ça peut servir pour un plat de temps en temps, mais le lait... Pour vous, c'est une aberration. C'est une aberration. Et qui est pourtant là, en abondance. Largement répétée. Et on fait de l'information, je comprends pas ça. Donc, est-ce que on est dans une vie sur Terre qui est faite pour qu'on vive ou pour qu'on meure? De toute façon, moi j'aime bien cette phrase. La vie est une maladie mortelle sexuellement transmissible. C'est pas moi qui dis ça, mais je trouve ça bien. On va tous mourir. Donc arrêtons d'avoir peur de vivre là en ce moment. Hein, de toute façon. Arrêtons d'avoir peur de vivre. Monsieur Babel, vous voyez sourire à travers tous ces petits échanges. Tout à fait. Parce que la peur, elle est là. Et alors que si on avait une meilleure conscience et un éveil, la peur n'aurait plus sa place. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai que le vivant, en fin de compte, c'est ce qui est important. Et on donne très peu d'importance au vivant actuellement parce qu'on est tous à la course aux finances. Voilà. Et la première mission de vivant, c'est de vivre. C'est de tout faire pour qu'il puisse vivre. Si on vous plonge la tête dans de l'eau, vous allez sentir que vous vous étouffez, vous allez vouloir sortir de l'eau. Donc la première mission du vivant, c'est de vivre
Et pour cela, il doit s'adapter d'abord à son environnement, parce que sinon, il peut disparaître. Alors, on vient de voir que le reportage, on n'est pas forcément revenu sur ce reportage, la naturopathe, on a vu cette logique avec les plantes indiennes ou de chez nous, on a parlé de Dr Henri Joseph, donc ça frappe à la porte. Hein. Il y a cette volonté de divulguer cette information qui est presque secrète. C'est ce que vous ressentez aussi, Edith Babel? Oui, c'est ce que je ressens. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites. Et ce qui est dit n'est pas dit pour favoriser justement notre bien-être et notre évolution dans cette démarche, parce que ça sert les intérêts de certaines personnes et qu'il ne faut pas qu'on sache vraiment le vrai du vrai, en fin de compte, la réalité des choses. Monsieur Christophe, quand forcément on vous retient dans ces chiffres, hein, puisque vous en êtes le représentant de l'Observatoire, est-ce que vous avez le sentiment que la population, les politiques, les scientifiques, etc. en Guadeloupe ont conscience de cette situation tendue en termes de santé publique dans notre région? Ou bien est-ce que vous avez le sentiment que, ok, on le sait, mais que bon, ça a du mal à réagir quand même, vu le niveau de santé de notre population? Je ne crois pas qu'on puisse dire ça. Hein. Les responsables ont un certain nombre d'informations, ils connaissent la situation. Je pense qu'ils font comme ils doivent le faire, avec peut-être des fois des décisions qui ne sont peut-être pas comprises par tous dans l'immédiat, mais à mon sens, ils ont conscience de la situation difficile que la population peut connaître en termes de santé, et ils essaient d'y répondre. Alors... mais après, c'est vrai que tous les discours maintenant, on est dans une situation où tous les discours, je dis pas se valent, hein, c'est pas, je prends pas une distance vis-à-vis de ce qui a été dit précédemment. Chacun a ses opinions, mais le problème, c'est que la population en général, et forcément les décideurs aussi, se retrouvent avec maintenant un afflux d'informations important, et il est des fois difficile effectivement de se faire son opinion et de pouvoir dire ben voilà, c'est ce qu'on doit faire, on doit aller dans cette direction obligatoirement. Ben, toute décision qui est prise est forcément prise en fonction de contraintes, en fonction d'informations à un instant T. Et donc, je pense que globalement, les décideurs essaient de répondre aux problématiques de santé que connaît la population. Et voilà. Donc après, chacun est libre de penser que ce n'est pas fait correctement, mais il me semble que dans la grande majorité des cas, bien entendu que l'intérêt de la population est pris en compte. Alors effectivement, on a un flux d'informations, hein. Ça y va, tout le monde y va de son commentaire, les pour, les contre, les moins contre, les moins pour. Enfin, c'est vrai que c'est très compliqué, mais là, une seule certitude, me semble-t-il, dans ce flux d'informations, on revient sur nos pieds, c'est l'alimentation. Là, c'est une évidence que dans ce flux d'informations, l'information principale qu'il faut retenir, c'est que ce qu'on met dans son corps nous permet d'être et de résister à des virus éventuels. Et est-ce que ça, c'est assez dit clairement, docteur? Non, je pense que c'est pas assez dit clairement. Et pour renforcer son immunité, hein, il y a un petit moyen de mnémotechnique, enfin, rendre notre corps gaillard, comme dirait, je ne sais plus qui c'est qui disait ça, rendre le corps gaillard. C'est avoir une santé de fer. Donc, il y a l'alimentation, mais il y a le soleil, l'air, santé, N, la nourriture, T, la tempérance, E, l'exercice physique, le F, c'est la force morale, hein. Le E, c'est l'énergie, et santé de fer, R, j'ai oublié le R. C'est une façon de se remémorer qu'il y a beaucoup de... Le repos. Le repos, c'est important. Hein, parce que je vous ai dit tout à l'heure, on vivait très très vite. Donc le repos, c'est aussi quelque chose qui nous permet de recharger nos batteries, hein, pour aller vers l'avant. Donc c'est un tout, mais on n'en parle pas assez, et c'est pour ça que ces émissions sont là, pour faire prendre conscience aux gens
de ce facteur-là. Donc, j'ai pas aussi parlé des plantes qu'on peut prendre pour remonter son immunité. Hein. Il y a déjà, en cas de maladie, on peut utiliser le Zerbapic. Vous avez eu les travaux dans Joseph, je ne vais pas revenir dessus. Il y a le gingembre. Hein, je vous ai montré le thé au gingembre. C'est quelque chose c'est un puissant anti-inflammatoire. Il y a le curcuma qu'on peut utiliser pour booster son immunité. Il y a le clou de girofle qu'on fait en thé. Je ne sais pas si vous l'utilisez, en thé aussi. Après, donc, il y a toutes les plantes dès qu'on est malade. Et puis, on peut faire aussi en entretien, parce que les tisanes, ça se fait en entretien. Il y a la toumo, il y a comment ça s'appelle toutes ces plantes, TPI, toutes ces plantes-là sont intéressantes à utiliser. Alors, ce qu'on entend, c'est effectivement, c'est important. Ça reste toujours un peu confidentiel. On rêverait d'un jour d'avoir peut-être une ouverture de JT avec voilà les plantes, ou bien une campagne nationale pour que dans toutes les cantines, il y ait des produits frais. Est-ce que ce ne serait pas ça la solution, être dans une franchise avec la situation du monde, Eddy Babel? Tout à fait, il faut être franc avec les informations que l'on reçoit et diffuser en fin de compte les bonnes informations. Et c'est vrai que dans notre jardin, on a les légumes qu'on va utiliser régulièrement, tous les jours, les tubercules, tous les légumes, mais on a aussi les plantes. Et les plantes, on peut les associer à l'alimentation, c'est-à-dire qu'on peut assaisonner les repas. Quand on fabrique un repas, on peut l'assaisonner avec des plantes, on peut l'agrémenter avec les plantes. Je vois par exemple le fruit tapin que j'ai longtemps étudié, mais le fruit tapin, il se marie avec tout. Avec les plantes, avec tout. On peut rajouter du curcuma, du gingembre, avec le fruit à pain. Alors, on arrive au terme de cette émission, malheureusement. Faire avec vous un petit tour pour faire le point sur tout ça. Monsieur Christophe, est-ce que vous aimez le fruit à pain? Je suis pas forcément... quoique j'ai évolué dans le temps. Mais petit, j'étais pas un grand adepte du fruit à pain, mais ça a changé entre-temps. Notamment, j'ai découvert dernièrement les bokits à base de farine de fruits à pain, et j'avoue que ça m'a bien plu. Mais bon, on parle d'alimentation, donc je vais pas ici dire que je suis un grand fan des bokits. Très bien. Écoutez, bon, on vous remercie pour cette... tout ça... Allez-y. Non, je reprécise quand même que face à cette pandémie, bien entendu que sur le long terme, si on a effectivement une santé de fer entre guillemets, on va pouvoir mieux s'en sortir face à un virus, bien entendu. Mais je reste quand même persuadé qu'on doit continuer à faire attention et à respecter notamment les gestes barrières, et pour ceux qui le souhaitent, à se faire vacciner. Eddy Babel, les gestes barrières, le respect de ces règles, c'est important, mais toujours avoir dans le viseur cette perspective d'alimentation saine au quotidien. Toujours une bonne alimentation et puis... Et transmettre aux générations. Voilà, transmettre aux générations et puis faire des choses ensemble en famille. Donc apprendre à consommer les produits locaux. Donc aussi à l'école, parce que tout passe par l'éducation. Donc c'est vraiment à la base, depuis tout petit, qu'il faut apprendre à consommer les produits locaux. Et surtout pour cette jeune population qui change de forme, parce qu'on découvre chez nos hommes, chez nos jeunes, qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont surcharge pondérale. Donc c'est aussi ramener nos produits dans les fast-foods, par exemple, dans les lieux où on diffuse de la nourriture rapide. Donc un autre cheminement de la bonne nourriture. Tout à fait. Docteur Rémus, vous aussi, vous vivez comme un outsider de la médecine, ou bien simplement comme quelqu'un d'intelligent et qui prolonge et qui propose autre chose? Voilà, non, je propose autre chose. Comme j'ai dit, à la retraite, mais pas au repos. Donc, je propose autre chose. Et votre émission l'est bien, un autre regard sur notre santé, sur notre corps. Et comme le disait M. Christophe, ça dépend de nous. Ça ne dépend pas de l'extérieur. Et que nous devons être disciplinés dans ce que nous faisons. C'est-à-dire, c'est pas une fois qu'on fait quelque chose et puis on dit que c'est bon. Non, il faut être discipliné. Il y a une phrase qui dit cherchez la liberté. Cherchez la liberté et vous serez esclave de vos désirs. Cherchez la discipline et vous trouverez la liberté. Très belle phrase. C'est quand même important, ça. Donc, il faut être discipliné.
Alors je pense que c'est important. Merci à vous, docteur Rémy. Je crois que c'est une phrase qui sonne dans nos oreilles et qu'on va garder en mémoire. Je vous remercie pour ce moment de partage alimentaire, mais pas seulement. C'est un moment de conscience et d'éveil partagé. Le mois prochain, c'est le mois de mai, le mois où on réfléchit sur notre histoire, sur notre passé, la commémoration. On a donc rendez-vous avec l'histoire, mais pas seulement, avec aussi notre avenir. Au revoir.